Le château de Veuille, vous le trouverez dans tous les manuels d'histoire de l'art et d'architecture. Hein. Il a fait école. Malheureusement, il a été donc à partir de la fin du XVIIIe, eh bien, le château a été complètement détruit. Les pierres ont servi pour faire les agrandissements du château de Valençay. Alors, j'ai eu il y a quelques années, une vingtaine d'années, l'idée folle d'acheter les ruines du château de Veuille. Inhabité et en ruine depuis 200 ans, depuis l'époque Talleyrand et napoléonienne surtout. Les courtines inférieures sont du 15e. Vous voyez, c'était un château de la guerre de 100 ans, détruit pendant la guerre de 100 ans. Et donc, on a reconstruit à partir de 1500 exactement. C'est Jacques Hureau, le seigneur de Cheverny, car ça a été le premier château de Cheverny, était là. Il faut être très clair, on va ce qu'on appelle le cristalliser, c'est dire arrêter le massacre et surtout donc essayer de lui redonner un peu son faste d'antan. On a commencé les voûtes, on a commencé donc à refaire les médaillons, les jambages, les linteaux de fenêtres. À partir de 1523, eh bien, les arches ont été faites avec vraiment un côté une cour italienne complètement. Vous voyez, c'est au moins des arches. On retrouve ça beaucoup en Italie, donc à la fin du Quattrocento. On va aller visiter maintenant la chambre du roi et savoir pourquoi ça s'appelle la chambre du roi. Le fils aîné du roi Louis-Philippe venait ici et aurait couché ici un soir. Et les mauvaises langues racontent qu'il aurait couché ici avec la duchesse de Dino, la nièce de Talleyrand. Mais bien sûr, ce n'est qu'une légende. Mais sachez que dans toute légende, il y a un fond de vérité. Alors, voici donc la salle de réception. Quand on arrive ici, c'était le chantier. Il y avait des arbres qui poussaient, enfin, c'était bien. Donc, on a trouvé quand même un compagnon du Tour de France, Frédéric Chauveau, encore plus fou que les autres, qui a été carrément dit « T'en fais pas ta toiture, je vais te la refaire hein ». Et il a été carrément à la barbare, il a tout refait la toiture. Et ce qui est beau, c'est que l'escalier coupe le volume, donc ça évite de faire la grande salle uniforme. Et donc on peut recevoir pratiquement, avec la mezzanine et tout ça, pratiquement 200 personnes. Entraîne, hein, c'est le mode d'emploi, bien sûr, des pompiers. C'est avec ça qu'on va recéder toutes les pierres du château sans avoir à monter un échafaudage qui coûte à peau des fesses et qui demande un mois pour être monté, un mois pour être démonté. Allez, on y va. On va redescendre. Ça me rappelle toute mon enfance quand j'avais 7 ans, 8 ans à l'époque de mon grand-père. Déjà, il fabriquait bien évidemment déjà cette huile de noix, tant recherchée avec ses saveurs, ses odeurs exceptionnelles. Cette meule remonte à 1850-1870. Elle était déjà installée où était présent mon grand-père dans le cœur du village. On l'utilise pratiquement chaque jour parce que l'huile de noix à l'ancienne, ben c'est le cœur de notre huilerie, c'est notre histoire, notre savoir-faire, notre tradition, c'est notre emblème. Là, nous sommes en photo avec mon père Philippe. Donc cette photo a juste 1 an d'ailleurs. Donc voilà, devant le véhicule de famille, puisque mon grand-père André, le fondateur, a eu au moins 3 tubes HY Citroën. Et moi, je me souviens, quand j'étais petit, j'avais entre 7 ans, 8 ans, 9 ans, il m'emmenait faire des tournées très régulièrement. À partir du travail de la meule de pierre, la deuxième étape sera ensuite la cuisson dans les poêlettes, dans les chaudrons en fonte, comme à l'origine. C'est un savoir-faire. Il faut tout le temps être là, à l'œil, à l'odeur aussi. Cette cuisson donnera beaucoup plus de goût, beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de saveurs. Vous avez un autre exemple, l'huile de noisette qui est très appréciée, comme l'huile de noix. Quand on brasse comme ça, c'est pour pas que ça grille au fond. Parce que si ça grille au fond, ça va donner un mauvais goût à l'huile, un goût de grillé, et ça va pas être bon. Là. On a un stock assez important d'huile végétale, bien sûr, biologique, de première pression en froid. Il y a aussi
une partie des cuves qui sont destinées à nos huiles biogourmandes. Elles sont déjà filtrées, mais effectivement vont se reposer et très souvent on les refiltre juste avant la mise en bouteille, le conditionnement. Il y a une cinquantaine d'huiles différentes et puis nous avons été récompensés là dernièrement pour 2021 concernant l'huile oméga 3 Forte, meilleur produit bio donc pour cette huile. C'est une belle récompense pour nous. Je vais vous faire découvrir justement notre presse continue sur votre droite, là où on extrait aujourd'hui de l'huile de cameline. Donc c'est une graine qu'on extrait en première pression à froid. Et donc cette huile est très riche en oméga 3. Vous avez un circuit qui arrive et la graine va entrer directement dans cette cage à l'intérieur. Donc la graine va être extraite à basse température. Avoir démarré le bio en 1970, il fallait y croire, il fallait vraiment le faire. Le résultat de tout ça aujourd'hui, c'est que nous sommes une belle entreprise familiale, artisanale. Elle existe depuis 1902 cette ligne. Et à la base, elle reliait la ville du Blanc jusqu'à la ville de Argent-sur-Sauldre. C'est pour ça que ça s'appelle comme nous la compagnie du Blanc-Argent. Il en reste qu'un tout petit bout. Sur la ligne, on a énormément de passages à niveau qui ne sont pas dotés de barrières. Donc c'est pour avertir les usagers de la route de l'arrivée du train. Donc tous les S, alors pourquoi des S? Puisqu'à l'époque de la vapeur, c'était sifflé. Et on a gardé ce S qui correspond au klaxon, quoi. Tout le temps, ouais, tous les jours. Pour aller travailler. Ça n'a rien à voir avec le personnel habituel de la SNCF. Ils savent qu'on s'arrête et tout. Ils nous reconnaissent, ils nous disent un petit mot, c'est beaucoup plus humain. Je vais vers le conducteur pour donner mon arrêt facultatif. Sur la ligne, nous avons plusieurs arrêts facultatifs. Donc c'est l'agent de contrôle qui voit les voyageurs et qui demande, qui vérifie les cartes, les abonnements et qui fait arrêter le conducteur dans les arrêts facultatifs. On fait beaucoup de scolaires, de gens qui ont l'habitude de voyager sur ce trajet-là. Et du tourisme aussi un peu. Et qui nous rappelle aussi avant, quand il y avait le poêle à bois dans les anciens trains, etc. Il y a un côté un peu touristique, comme les trains touristiques, on pourrait dire. Ouais. Et ça m'est arrivé de le prendre avec mes petits-enfants pour aller à Salbris, exprès pour profiter de la ligne. C'est très intéressant d'avoir ce... Puis en plus, il passe dans mon village, à 1 minute de chez moi. C'est un plus. Pour AGF, vous avez deux réseaux, le réseau SNCF à voie normale et le réseau métrique avec la compagnie du Blanc-Argent. Les horaires de la compagnie du Blanc-Argent sont calqués sur les grandes lignes SNCF, sauf le matin où on privilégie les scolaires pour qu'ils puissent être à l'heure dans les établissements. Bonjour Elena. Donc je viens voir, est-ce qu'il y a des correspondances à attendre ou pas? Non, c'est bon, tout est à l'heure. Tout est à l'heure, donc on peut partir alors. C'est bon, vous pouvez y aller. Alors à plus tard Elena. C'est très agréable de conduire un train parce qu'on a un paysage, on a un bureau plutôt vachement agréable. Quand on a la chance, on voit du gibier, des cerfs, des biches, chevreuils, enfin c'est notre quotidien. Quand il y a la belle saison, c'est grandiose. Quand il y a la neige, c'est encore mieux. La ligne ferroviaire, elle est, on dit, à écartement métrique. 1 mètre de large, alors qu'ailleurs, c'est 1,40 m. Et ça, pour les passionnés du ferroviaire, c'est quelque chose d'historique. Nous sommes une espèce de petite SNCF puisque nous avons tous les métiers. Conduite des trains, accompagnateur, agent de gare, maintenance de la voie ferrée. Et tout ça, on le fait avec à peu près 65 salariés. C'est une très belle gare. Il y a beaucoup de personnes qui viennent pour prendre le train, mais aussi pour prendre des photos et pour regarder le site en lui-même. On va commencer par les œufs. Bonjour Quentin. Je vais prendre aussi, en plus des œufs, je vais prendre une petite pyramide
On a dans le Berry un merveilleux pâté de Pâques qu'on aime tellement qu'on le fait toute l'année. C'est un petit peu l'enfance, on va dire. Hein. C'est le pâté de la grand-mère quand on allait manger le dimanche midi chez elle, quoi. C'est une vieille tradition à base de porc, de veau. Ça peut être fait aussi avec de l'agneau ou avec du chevreau. 3 échalotes, merci beaucoup, génial. Moi je mets du cognac, alors avec le cognac, le persil et les échalotes, ça donne bon goût, ça caille. Bonjour Sandra. Alors le veau. Et on essaye qu'il ne soit pas coupé trop fin. Non. Je pense que chaque pâté berrichon a un goût différent selon par qui il est fait. De toute manière, on a chacun son petit secret. Et ça se vend très bien, ça se vend bien toute l'année parce que ça se mange chaud ou ça se mange froid. Puis ça se mange dans une assiette, ça se mange avec les doigts en pique-nique, sur un buffet, en apéro en tout petit avec des œufs de caille. Bonjour Ryan. Tu vas bien? Écoute, ça va. Alors aujourd'hui, je vais me mesurer à toi pour une première fois. Tu vas faire un pâté et moi aussi. Avec la pâté berrichon, j'aime bien un petit côté de fumée qui sort, le chair un petit peu, donc je rajoute du lard fumé. Et j'aime bien rajouter aussi du ciboulette et cerfeuil qui est un peu plus aromatisé. Bien mélangé. On fait un petit peu plus léger. Allez, ça va quand même. Toi, t'as déjà fait cuire tes œufs? Moi, non. Moi, j'essaye qu'ils ne soient pas trop cuits. Je fais 12 minutes départ eau froide. Il faut être sûr de mettre le même partout, comme ça en cuisson, c'est tout cuit pareil. Là, j'ai fait un petit tapis de farce. Je vais venir poser les œufs durs dessus, les œufs durs pas trop cuits. Je vais leur mettre leur petit tapis de farce par-dessus. Il y en a un qui est plus chic tout de suite, hein, on voit. Et voilà, 25 minutes et c'est fait. Il ne reste plus que goûter. Hein. Il tient, on sent bien le cognac. Ouais. C'est la première fois que j'ai vu ça. Là, on voit bien les lobes. Voilà. Dans mon enfance, où les œufs étaient bien marqués et chacun avait son œuf.